Job, est-ce que ça marche? Oui. De retour à Made in Job 2017 à Marseille. Alors, bienvenue pour cette conférence sur l'e-santé dont on va parler avec moi, le docteur Jean-François Moulin. Bonjour. Alors, oui. Bonjour. Donc, vous êtes oncologue, cancérologue à l'Institut Paoli-Calmettes. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi vous voulez parler aujourd'hui, juste en 30 secondes. Après, on y reviendra. Donc, moi, je suis oncologue à l'Institut Paoli-Calmettes. La e-santé, dans son sens large, est en train d'envahir les champs de la santé, que ce soit de l'ouverture de la téléconsultation à la transmission d'informations vers les patients et l'utilisation d'objets connectés, la notion de big data et d'intelligence artificielle qui se mettent également en marche dans ce domaine-là et qui seront des outils majeurs de développement, de démocratisation aussi probablement de la santé. Et donc voilà un peu ce dont je suis chargé à l'Institut Paoli-Calmettes. On y reviendra. À côté de vous, Myriam Pellissier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable des services de sécurité informatique à l'Agence régionale de santé de PACA. De quoi vous voulez nous parler aujourd'hui, en 2 mots? Oui. Alors, le titre, c'est responsable sécurité des systèmes d'information. Voilà. Et en interne et en externe vis-à-vis des établissements hospitaliers. Alors, moi, vu mon profil et mon poste, j'aimerais plutôt insister sur les risques et les limites liées à cette e-santé, à ce développement technologique autour de la santé. Mais pas que ça, parce que évidemment, c'est une marche. C'est une évolution qu'on ne peut arrêter et qui va être extrêmement positive puisqu'elle va participer à l'objectif national de couverture des territoires déficitaires aujourd'hui en couverture médicale. Elle va permettre aux patients de rester chez eux plutôt que de se rendre dans les établissements hospitaliers, donc de vivre plus normalement pour des patients qui ont entre autres des maladies chroniques. Donc ça va améliorer effectivement certainement la prise en charge des patients et aussi le système de soins, la couverture géographique. Mais voilà, je veux dire que c'est quand même pas gagné. C'est la grande révolution des 30 prochaines années de ce secteur. Et il y a des écueils qu'il faudra affronter et surmonter. Voilà. Très bien. Je vais passer la parole. Oui, à Guillaume Goury. Il a un micro. Bonjour Guillaume. Alors vous êtes président de l'association Diabète et Plongée. Et quels sont de quoi vous voulez parler aujourd'hui? Alors, moi aujourd'hui, bonjour à tous. Je vais vous parler plutôt de ce qui est amélioration de la vie du patient grâce aux nouvelles technologies. Donc essayer de faire en sorte que le patient se sente mieux, soit mieux géré, et ainsi de suite. Donc je vais m'orienter plus sur la partie diabétologique, forcément, puisque en tant que président de Diabète et Plongée, bien sûr, on va parler du diabète. Voilà. Très bien. Alors, je reviens juste sur un chiffre. Vous parliez de maladies chroniques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 1 Français sur 4 souffre de maladies chroniques. Donc, je le rappelle, c'est soit le diabète, insuffisance respiratoire ou maladie cardiovasculaire. Et il faut savoir aussi que la e-santé, c'est un enjeu aussi au niveau de l'emploi. Par exemple, dans le secteur de la silver economy, on table sur 300 000 créations nettes d'emplois d'ici 2020. Et voilà, donc juste des petites infos pour contextualiser. Je voulais savoir dans un premier temps, qu'est-ce que, je vais me tourner vers vous, Jean-François Moulin, qu'est-ce que dans une clinique, dans les hôpitaux, à quoi on réfléchit aujourd'hui au niveau de ce secteur-là? Est-ce que vous êtes... est-ce que les médecins sont sensibilisés à cette thématique, ou est-ce qu'il faut encore faire des efforts? Alors, je pense qu'il y a 2 questions dans votre question. Est-ce que les médecins sont sensibilisés et est-ce que les établissements de santé sont sensibilisés et est-ce que les médecins de ville sont sensibilisés?
je pense, peu, mais surtout parce que pour beaucoup d'entre eux, cette explosion technologique est encore loin de leur pratique quotidienne parce qu'ils sont encore chacun à s'organiser, voir des patients, le temps qui manque, la structure, la charge administrative qui augmente, et donc je pense que c'est encore loin d'eux, mais ça commence à être une question qui arrive en particulier par exemple sur le quotidien du Conseil de l'ordre des médecins, où pour la première fois le mois dernier, un document sur les objets connectés, un article a été fait sur ce sujet. Donc ça c'est voilà. La deuxième partie, comment moi je vois les choses, je pense que nous sommes à un virage technologique majeur, et que ce virage technologique va avoir un impact organisationnel majeur. Et que probablement que les hôpitaux de demain, la relation médecin-patient de demain ne sera plus ce qu'elle a été depuis les 60 dernières années. Et je ne crois pas qu'on puisse encore vraiment percevoir les contours que ça va prendre, parce que ça va dépendre des bons technologiques, ça va dépendre des contraintes juridiques, éthiques et économiques qui vont s'imposer. Il va vraiment falloir pour pas qu'il se passe n'importe quoi dans ce domaine. Et donc je pense que et aujourd'hui nous sommes en train de réfléchir à réorganiser l'hôpital à travers le parcours patient et non plus à travers des espèces de pôles techniques d'actes médicaux. Et vous parliez justement de sensibilisation et de formation, et que les médecins n'ont pas forcément le temps soit de s'y intéresser ou de prendre le temps à se former à toutes ces questions. Comment on fait du coup? Il va bien falloir opérer une transition. Comment on s'organise? Comment on forme cette armée de médecins? Bon, les médecins vont rester formés à la médecine. La machine, l'intelligence artificielle ou d'autres éléments comme ça vont probablement être des aides importantes, peut-être parfois supprimer peut-être certaines professions médicales. Et après, je pense que ça viendra des patients qui demanderont à avoir des outils connectés pour aider leur quotidien, en disant mais si je vous dis comment je vais et que je vous dis que je vais bien, pourquoi je dois venir à votre rendez-vous? Donc ça va être les patients qui vont forcer les médecins. Je pense que cette démocratisation des objets connectés transfère le pouvoir entre guillemets, et la connaissance, et la dilue et la transfère vers le patient. C'est ce qu'on appelle la démocratie sanitaire, c'est ce qu'on appelle le droit à l'information, le droit à choisir. Qu'est-ce que ça veut dire choisir? Ça veut dire être informé. Et je pense que c'est de là que les choses viendront. Les systèmes de santé sont toujours un peu en retard sur ce qui se passe dans la société. Guillaume, vous qui avez un point de vue justement patient, est-ce que vous êtes d'accord avec le docteur Moulin, et est-ce que vous pensez que vous allez que les patients vont reprendre la main sur leur propre traitement, ou former je ne peux être moi qu'affirmatif sur ce point-là, forcément, étant donné que j'ai pris la main sur mon diabète depuis déjà plusieurs années. D'accord. Donc voilà, et mon diabétologue qui est dans la salle ne pourra pas dire le contraire, forcément. Donc oui, effectivement, et d'autant plus avec les nouvelles technologies qui nous permettent maintenant d'avoir un contrôle permanent, par exemple nous pour les diabétiques, de la glycémie avec des courbes, qui nous permet de faire nous-mêmes une pré-analyse. Alors comment Par quel moyen? En fait, on a, par exemple, moi j'ai un petit capteur sur le bras, qui est sur la peau en fait, qu'on va changer tous les 14 jours, par exemple, et avec un équipement de ce type-là, en fait, ou un smartphone avec une puce NFC, vous scannez et vous avez automatiquement votre glycémie, votre courbe, et même une flèche de tendance qui vous dit si vous êtes en train de monter, en train de descendre, si vous êtes stable. Donc ça permet d'adapter beaucoup plus facilement ces doses, d'avoir une vision aussi de ce qui est la glycémie nocturne, ce qu'avant on n'avait pas, puisqu'avant c'était juste des tests sanguins faits par le doigt, donc on ne se piquait pas toutes les nuits pour voir comment on était. Donc ça permet d'avoir une vision de ce qui se passe la nuit, et donc de mieux adapter notre insuline sur ces périodes-là. Donc en fait d'avoir des diabètes maintenant, je pense honnêtement beaucoup mieux réglés,
Et parce qu'avant on faisait un calcul donc avec ce qu'on appelle une hémoglobine glyquée, donc c'est un taux qu'on calcule sur 3 mois ou sur 1 mois. Et après ce taux-là reflétait s'il était bon qu'on n'était pas à risque, mais il reflétait pas la réalité des choses si on était soit en hyper, soit en grosse hypo. Et donc du coup au final ça fait une stabilité quoi, c'est une moyenne. D'accord. Donc ça permet d'améliorer les choses grandement. Myriam Pellissier, ça vous inspire quoi En fait, je voulais revenir sur une des remarques du professeur Moulin. Le micro sur... Oui, vous m'entendez. Voilà. Oui, parce qu'il dit pour l'instant les professionnels sont loin de l'objet connecté ou la e-santé. Et c'est vrai qu'il me semble que c'est un des premiers écueils qu'il va falloir éviter dans cette transition numérique du système de soins. C'est effectivement la prise en main par les praticiens, par les patients, des objets numériques connectés. Et c'est pas gagné parce que quand je vois le temps qu'a mis, par exemple, des projets qu'ont mis des projets comme le DMP ou la carte professionnelle de santé à s'implanter dans les établissements hospitaliers et chez les professionnels. C'est vrai que c'est toute une génération de professionnels et peut-être aussi de patients, parce qu'on va parler aussi des personnes qui sont âgées, des personnes vieillissantes, qui n'ont pas l'habitude d'utiliser les technologies numériques. Et donc ça va être un très très grand enjeu, c'est de leur permettre de les amener à prendre en main ces objets. Évidemment, à côté de moi, j'ai un patient qui est très au fait des nouvelles technologies puisqu'il travaille dans entre guillemets dans le secteur, mais avec. Et puis en face de moi, j'ai un praticien qui semble jeune et dynamique. Donc, mais on n'est pas. C'est l'idéal, c'est le casting idéal. Voilà, c'est le casting idéal. Et entre ça, il va y avoir énormément de situations où ça va peut-être pas être possible. D'accord. Voilà. Alors, il faut savoir que effectivement, ce champ de la e-santé est extrêmement large. Il part de ce qui était dans les établissements de soins, donc les scanners, les IRM qui sont aujourd'hui connectés. Donc, ce sont des objets connectés. Ce sont devenus voilà. Et ça sort de l'hôpital. Donc, on voit mon voisin qui se suit lui-même. Et ça veut dire qu'il faut aussi que le patient soit éduqué quelque part, ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Il faut que le médecin lui apprenne comment se suivre au quotidien, à repérer les défaillances, quand est-ce qu'il doit appeler son praticien. Voilà, et voilà, donc ça signifie tout ça, mais dans beaucoup de cas, ça va être aussi les cabines de téléconsultation qui sont aujourd'hui annoncées par notre Premier ministre Édouard Philippe et qui vont équiper donc d'ici 2020 toutes les maisons de retraite. Et les territoires déficitaires qui sont aujourd'hui en difficulté, c'est-à-dire les territoires qui ne sont pas couverts, où il y a peu de médecins, où il y a peu d'établissements hospitaliers, demain il y aura des cabines de téléconsultation et de même dans les établissements, les maisons de retraite. Donc voilà, il y a les pouvoirs publics ont accompagné toute cette révolution, cette transition numérique. Et ça va pas être évident. Donc premier écueil, c'est la prise en main de ces objets par tous les acteurs. Alors Jean-François Moulin, au sein de votre hôpital, est-ce que vous travaillez, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes démarché par des startups? Est-ce que vous travaillez avec des startups ou ça se passe pas du tout comme ça pour essayer de décoter les dernières innovations, etc. Comment ça se passe? En fait, qui vous démarche? Quel métier? Est-ce que c'est des ingénieurs ou des médecins? Donc effectivement, alors ce ne sont pas des médecins, ce sont plutôt des startups françaises ou internationales, enfin plutôt européennes quand même pour l'instant. Mais oui, c'est très régulier qu'ils viennent taper à la porte des établissements puisque quand même la e-santé fait partie, je pense,
des marchés potentiels de la technologie numérique des années à venir. Google a racheté une boîte qui fait de l'intelligence artificielle, qui faisait jusqu'à présent simplement de la reconnaissance d'images, qui maintenant fait de la santé à Londres, et ils ont racheté 1,6 million de dossiers médicaux au NIH pour faire de l'intelligence artificielle et donc faire du diagnostic, de la thérapeutique, pourquoi pas. Donc oui, donc c'est plutôt des boîtes, des startups effectivement, plus ou moins grandes, françaises et européennes, des projets de e-santé qui en France commencent à émerger dans beaucoup d'endroits. C'est très diffus. Chacun a sa petite idée et développe sa petite application. Il va forcément y avoir à un moment donné ou à un autre un rapport de force qui va s'installer entre tous ces gens, et des choses vont plus fonctionner, disparaître pour privilégier d'autres structures. Mais pour l'instant, le marché de la e-santé sur les applications est extrêmement foisonnant et très immature, je pense. Et vous venez de nous dire, donc c'est pas des médecins qui vous démarchent. Alors il y a quelques établissements. Alors donc nous par exemple on développe des outils de e-santé, des applications de suivi avec des startups qui apportent leurs compétences techniques, et nous on apporte nos connaissances médicales, et on essaye de les développer en étant accompagné par les patients, puisque ces objets-là seront pour eux, et donc on ne peut pas développer quelque chose, un outil qui ne sera pas adapté à leur utilisation. Mais après, il y a d'autres boîtes qui proposent des choses clés en main, en particulier sur ce qu'on appelle les PRO, qui sont un terme anglo-saxon qui signifie Patient Reported Outcome, et en gros c'est les ressentis du patient. Et donc en cancérologie c'est très important, parce qu'on s'est rendu compte que d'accompagner les patients en récupérant régulièrement des informations sur leur état de santé, on anticipait les complications, on améliorait les traitements, on améliorait la durée des traitements, et qu'au bout du compte on améliorait la survie des malades. Et ça a fait une session principale dans un des grands congrès de cancérologie mondiaux, et depuis tout le monde s'intéresse à ces questions de Patient Reported Outcome, et les objets connectés sont un des moyens de récupérer ces informations. Mais sans les médecins, pour l'instant, je pense que les startups ne pourront rien faire. Il faut apprendre, mais une fois qu'ils auront les connaissances, il n'y aura peut-être plus besoin de médecins. Et moi, ma préoccupation, c'est de dire aussi comment on maintient l'humain dans tout ça, et est-ce que les patients sont d'accord pour être accompagnés avec des objets connectés, d'accord pour avoir une meilleure prise en charge, mais jusqu'à quel point et est-ce que les médecins sont d'accord pour avoir des ingénieurs qui mettent un pied dans leur cabinet? Ouais, c'est plus compliqué. À l'hôpital, on est peut-être un peu plus innovant, et donc. Mais je pense que oui, bien sûr, je pense que c'est une crainte légitime du corps médical, parce que il va y avoir forcément un transfert de compétences des médecins qui vont transmettre leurs compétences à des systèmes informatiques, d'intelligence artificielle, d'algorithmes complexes, qui vont être meilleurs qu'eux et sur certains points, et qui vont donc prendre une partie de leur activité. Mais en même temps, je pense que l'humain va devoir retrouver sa place aussi dans le système, et probablement modifier nos rapports. Et c'est là où je disais en préambule que je pense que ces systèmes vont modifier radicalement le rapport médecin-patient. Des patients plus connectés, plus informés, plus compétents, parce que ayant accès à plus d'informations. Et le médecin qui sera là pour du recours de la question compliquée auquel la machine ne pourra pas répondre. Mais par exemple, il y a des applications de diagnostic de mélanome qui sont plus performantes que des panels de dermatologues pour faire un diagnostic de mélanome. Bon, c'est comme ça. L'exemple. Voilà, c'est comme ça. Myriam Pellissier, est-ce que à l'ARS, vous avez des initiatives de formation auprès des médecins de sensibilisation, etc. sur des questions pas médicales? On a des initiatives de sensibilisation effectivement à la sécurité des systèmes d'information. C'est pas forcément en direction des médecins. Nous, on s'adresse dans les agences plutôt aux directeurs d'établissement, et c'est ensuite au directeur à décliner dans son établissement la sensibilisation du personnel et des praticiens. Vous faites un suivi de ça
On fait un suivi. Vous sensibilisez les directeurs, mais est-ce que vous savez ensuite, oui, on va par exemple, grâce à des fonds publics, peut-être promouvoir des actions de sensibilisation ou de sécurisation des systèmes d'information. Mais ils ont des fonds pour la formation aussi qui sont dédiés à ça dans les établissements hospitaliers. Ça peut aussi être inscrit dans les contrats, dans les CEPOM pluriannuels d'objectifs et de moyens des établissements de santé. Mais c'est vrai que je voudrais revenir sur ce que disait donc le professeur Moulin. Je suis approchée par des startups aujourd'hui et c'est ce qui se passe dans ce secteur. Donc il faut savoir que la e-santé, c'est un secteur où aujourd'hui la sécurisation de l'objet n'est pas prise en considération dans la conception de l'objet connecté. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le deuxième écueil qu'il va falloir éviter parce que, par exemple, je vais vous donner un exemple prégnant puisque un des objets connectés, c'est le pacemaker d'un patient. Aujourd'hui, ce système n'est sécurisé que par ce qu'on appelle un système d'authentification faible pour certaines catégories de pacemakers. Ça veut dire qu'on peut le craquer très facilement. Il y a juste un identifiant et un mot de passe. Et des hackers ont fait la démonstration lors d'un congrès de médecine aux États-Unis, donc du craquage d'un pacemaker. Et là, on peut simuler une défibrillation et tuer la personne. Alors, aujourd'hui, les couches de sécurité, donc là, on est à un état extrême, mais imaginons que la personne qui est suivie à domicile, comme Guillaume, pour son diabète, les informations qu'il récupère, elles sont certainement aussi transmises de manière régulière à un serveur et peut-être à son praticien qui les consulte régulièrement. Imaginons qu'à un moment donné, pour une question quelconque, le système tombe en panne. La défaillance vienne ou de l'objet connecté du device, du terminal ou du réseau. Voilà, ça peut arriver et ça peut mettre en péril la vie du patient. À ce moment-là, se posera une autre question, à savoir celle de la responsabilité juridique de la personne qui va endosser ce qui vient d'arriver, la défaillance du système. Est-ce le fabricant ? Est-ce le réseau qui est peut-être défaillant, qui n'a pas transmis l'information? Est-ce le praticien qui aura prescrit l'objet connecté à son patient? Ou est-ce l'établissement de santé dans lequel travaille le praticien? Voilà, donc il y a toutes ces questions qu'il va falloir éclaircir très prochainement. Ça ne manquera pas d'arriver. Guillaume, vous avez peur de vous faire hacker? Pas particulièrement, non. Pas aujourd'hui. Après, bon, ça peut arriver, effectivement. Est-ce que vous avez maintenant, en tête... sur les technologies qui sont utilisées sur la partie diabète, c'est des technologies de proximité, de toute manière. Donc, il n'y a rien de connecté sur des réseaux ou autres. Donc, aujourd'hui, justement, tout ce qui est même nouvelle technologie, puisque aujourd'hui, on va présenter, enfin, il y a ce qu'on appelle le pancréas artificiel, qui est en cours de développement et de test sur l'humain. Donc, en fait, un couplage entre une pompe à insuline et un capteur, comme on a discuté tout à l'heure, et qui permet, avec un algorithme sur un smartphone non connecté, de faire en sorte que l'insuline soit automatiquement gérée par le capteur et que, en gros, il n'y ait plus d'interaction de la part du patient. D'accord. Sur le truc. Mais ça, c'est des objets qui aujourd'hui ne sont pas connectés. C'est-à-dire que là, ce que vous avez là sur vous, oui, c'est pas connecté sur un réseau. Voilà, c'est uniquement. Toutes les données sont dans le. Toutes les données sont dans le capteur en fait, ouais, ou dans le petit boîtier. D'accord. Et c'est pour le capteur, c'est du NFC par exemple, et pour la pompe à insuline, c'est une connexion Bluetooth. Donc cette connexion-là peut être piratée effectivement, mais il faut quand même une certaine proximité. D'accord. Donc il n'y a rien de piratage, en tout cas de cyber-piratage lié à ces technologies-là aujourd'hui en tout cas, pour le moment. Et je pense pas honnêtement que dans le futur, ou alors il faudra un futur vraiment plus lointain, en tout cas en tant que moi, en tant que patient, j'accepterais d'être
que ma vie soit liée à quelque chose qui soit sur un réseau. Connecté à un réseau, je pense pas. Non. Ah oui, ok. Clairement. Après, bon, je travaille chez IBM en même temps, donc ça aide peut-être. Oui, je travaille dans l'informatique, donc. Vous saurez prévenir le risque. Voilà, mais il n'empêche que je pense pas être prêt. Et je pense qu'il y a peu de patients qui seront aujourd'hui prêts à être connectés en permanence. Pourtant, ça existe déjà. Avec des vitales, je suis pas sûr. D'accord. Je pense pas qu'il y ait des. Enfin, je sais pas, peut-être que. Des objets Myriam ou le professeur Moulin. Après, moi, sur la partie diabète, je parle de la partie diabète parce que je connais le diabète. Mais, après, les informations qui sont récupérées par ces objets sont-elles transmises à ton praticien quand je la vois, et directement par câble USB sur son ordinateur. D'accord. Oui, voilà. Pour l'instant, ça n'est pas en ligne. Mais les systèmes évoluants, ça le sera certainement demain. C'est forcé. Je suis d'accord, mais c'est pas une partie. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la partie vitale. C'est-à-dire que s'ils ont les données de mes courbes glycémiques, à la limite, honnêtement, je vois même pas. Pour mon cas, en tout cas, je vois pas l'intérêt d'aller pirater ce genre de système, puisqu'il n'y a pas d'intérêt à récupérer des courbes glycémiques. Il y a toujours des gens qui arrivent à trouver. Peut-être pour une question. Mais en tout cas, il n'y a pas de partie. L'intérêt à pirater, moi je sais qu'il y a des pas de partie vitale, en tout cas, c'est ça que je veux dire. De santé qui se sont faites pirater leurs données. Il y a quand même eu de gros scandales, même sur le plan international, des ransomware qui ont touché des établissements hospitaliers. En Grande-Bretagne, récemment, il y a 16 établissements qui ont été touchés. Oui, mieux là. Vous parlez de 16 établissements qui ont été touchés. Aux États-Unis aussi, il y a 2 ans, encore un ransomware, les données ont été volées. D'accord ? Donc oui, c'est possible. Peut-être que ça ne s'adressera pas forcément aux patients, mais ce sera des données volées à l'établissement de santé. Et ensuite, ce sont des rançons qui sont demandées aux établissements en échange de la restitution de ces données. Donc soit parce que l'établissement ne dispose plus de ces données parce qu'elle n'a plus accès à ces sauvegardes, soit c'est parce qu'on menace l'établissement de publier les données personnelles des patients. Et là, il y a effectivement un impact juridique pour l'établissement et en termes d'image qui peut être non négligeable. Professeur Moulin, est-ce que vous travaillez déjà aujourd'hui avec soit des objets connectés ou des applis, des choses comme ça ? Alors oui, on travaille avec des applications qui récupèrent des informations transmises volontairement par le patient, qui remplissent des questionnaires, qui sont adressés quotidiennement à l'établissement et qui sont traités sous forme d'alerte verte, orange ou rouge, et en fonction de l'alerte déclenchée par le patient, une action est mise en œuvre. Ça, c'est ce qui est aujourd'hui en œuvre pour les suivis dans les 10 jours qui suivent une intervention chirurgicale. Donc oui, je pense que c'est inévitable la transmission des informations. Moi, je ne vais pas faire un procès au laboratoire pharmaceutique, forcément, mais je pense qu'on n'a pas les mêmes objectifs, l'industrie du médicament et les médecins et les patients. Et je crois que transmettre des informations médicales qui concernent l'être humain via des systèmes et les stocker sur des bases hébergées, sécurisées, ok, mais ça reste de la donnée, même sécurisée et anonymisée, qui est exploitable par l'industrie pharmaceutique ou l'industrie de l'assurance, par exemple. Et je crois pas que... je pense que les patients, vous devez vous emparer de cette question qui est fondamentale, parce que aujourd'hui, obtenir des informations médicales pour l'industrie pharmaceutique, par exemple, c'est très compliqué. Soit c'est parce que ils ont des informations qui arrivent par des essais thérapeutiques que eux-mêmes sponsorisent et donc ils récupèrent comme ça de l'information. Mais ça reste en France, en gros, en cancérologie, 8 à 10% des prises en charge. Donc il y a 90% de la vraie vie qui n'aboutit pas dans les systèmes de l'industrie pharmaceutique. Mais si on augmente le recueil d'informations auprès des patients, ils vont récupérer ils peuvent potentiellement, en tout cas, acheter beaucoup de données. Alors ils peuvent éliminer les médecins. Bon, moi je suis médecin, ça m'ennuierait d'être mis au chômage par un ordinateur, mais si c'est mieux l'ordinateur, je suis d'accord. Mais je ne suis pas sûr que ce soit mieux tout le temps. Et je pense qu'on aura encore besoin à un moment donné de négocier un traitement, d'obtenir un plan B, de ne pas être d'accord avec ou que la machine elle peut se tromper. Et voilà. Mais au-delà de ça, je pense que votre courbe glycémique,
individuellement, peut-être que c'est pas très important si elle est stockée sur un serveur de data quelque part, mais si vous êtes 100 000 diabétiques à avoir ce genre de choses, alors Sanofi, par exemple, j'en sais rien, parce qu'ils vendent des insulines, peut très bien récupérer vos informations, vous proposer un service de gestion de votre diabète. Peut-être que c'est ce qui va arriver, d'ailleurs je ne sais pas quel est l'avenir des diabétologues dans l'avenir avec ça, et vous envoyer une infirmière éventuellement s'il y a un souci, vous envoyez chez l'ophtalmo, machin. Et après, Sanofi peut très bien aussi dire à AXA, votre assurance, que votre courbe glycémique du mois de février, elle n'a quand même pas été terrible, vous avez fait un peu d'abus. Bon, on vous enverra un petit avertissement que, attention, vous avez consulté 2 fois l'ophtalmo parce que vous avez fait des excès glycémiques. La 3e consultation ophtalmo, vous allez la payer ou alors on augmente votre prime d'assurance. Enfin, j'exagère, je fais des scénarios catastrophes. Les données sont personnalisées. Je pense pas qu'on arrivera jusque-là. On essaie de pas y arriver. Ça dépend du contrat que vous allez faire avec. Vous savez, il y a des boîtes américaines qui mettent des puces sous la peau de leurs employés pour qu'ils puissent aller servir le café. Oui, mais c'est pas que pour se servir le café qu'ils mettent la puce. Après, il y a des ordinateurs qui s'arrêtent au bout de 3 heures pour que son personnel aille se reposer parce qu'après on sait qu'il sera plus performant après 10 minutes de pause. Et il y a des boîtes qui payent plus leurs employés qui dorment bien si l'employé prouve qu'il dort bien. Il prouve qu'il dort bien en ayant une montre connectée pour lui montrer que la nuit il a bien dormi, qu'il a fait ses 3 cycles de sommeil paradoxal. Et alors pour le coup il va être super. Je trace un peu un scénario catastrophe, mais qui n'est pas forcément si surréaliste que ça et qui est peut-être un peu à nos portes. En tout cas, c'est je crois aujourd'hui qu'on doit réfléchir à ça. Et je pense que c'est vous les patients qui êtes, vous et nous, parce qu'on est tous des potentiels patients. Je suis d'accord sur le fond. Après, là, on parlait de cybercriminalité, et là, on dérive sur de la vente de données stockées. On parlait de cybercriminalité avant. Donc, sur la vente de données stockées, je suis totalement fait d'accord avec vous. Ouais. La partie cybercriminalité sur voler mes courbes glycémiques, je suis moins d'accord. Après, je suis d'accord avec toi qu'il y a la cybercriminalité sur les ransomware et ainsi de suite, la publication de données, mais c'est pas forcément le fait de publier des données diabétiques qui sont gênantes pour l'établissement, c'est de publier les données et de se rendre compte que il y a eu un piratage et qu'on n'est pas en sécurité sur l'hôpital, qui va être plus gênant pour l'hôpital que vraiment la publication de la donnée elle-même, où quelqu'un pourrait s'en servir différemment. Un dernier mot et après on passera peut-être à des questions. Moi, je ne suis pas complètement d'accord là-dessus. Ça, effectivement, ça a un impact. Une cyberattaque, ça peut avoir un impact sur l'établissement, sur la prise en charge des soins du patient. Donc là, effectivement, sur le fonctionnement de l'établissement, mais un vol de données nominatives, la publication de données de santé privées, ça peut aussi avoir un impact, un préjudice. Ça peut être un préjudice pour le patient. Si quelqu'un est atteint d'une pathologie qu'il ne souhaite pas le publier parce que c'est une personne importante qui a un poste à responsabilité et que ensuite il est licencié ou mis au placard pour cette raison, non, je pense qu'il peut y avoir des préjudices. Alors, comme effectivement, on l'a vu, donc l'enjeu, c'est aussi la protection de cette donnée. Il faut savoir que le droit évolue en conséquent. Aujourd'hui, par exemple, il y a un règlement de protection de données européen, un règlement européen de protection de données personnelles. Et ce règlement européen est décliné dans les droits nationaux. Et il prévoit que si une société n'a pas, par exemple, puisqu'on voit que ça peut être le secteur privé aussi qui récupère des données de santé, les sociétés pharmaceutiques, n'a pas protégé une donnée de santé et que ça crée un préjudice devant le tribunal, la sanction peut être financière et peut aller jusqu'à 3% du chiffre d'affaires de la société. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les patients ont quand même les moyens. Alors, les moyens mais on essaye de les prévenir. Voilà. Et il y a des limites qui sont quand même posées. On arrive à la fin de la conférence. Je voulais juste savoir s'il y avait quelques questions. Il faut en profiter. On a 2-3 minutes. Des questions? Non. Pas de questions. Ah, peut-être, non? Non. Bon, pas de questions. Très bien. Merci beaucoup à vous trois. Et bien, on continue les conférences.
Merci.